Bonjour et bienvenue, je m'appelle Muntaga Cissé et j'ai le plaisir de vous présenter ce premier screencast décryptage consacré au cloud computing. Au sommaire donc de ce screencast décryptage sur le cloud, bien sûr, nous allons faire l'historique de l'informatique jusqu'à la genèse du cloud computing, parler de la définition du cloud computing, les usages, les acteurs, les modèles, les types de cloud, les bénéfices et les enjeux sur le cloud computing, les plus et puis pour terminer, une conclusion sur le cloud computing. Le cloud computing, ou informatique dans les nuages, s'inscrit dans le processus d'évolution de l'informatique. Il y a quelques décennies, ce concept n'était pas encore utilisé. On retrouvait alors des environnements informatiques composés d'un système central et des stations clientes. Là, je donne l'exemple des mainframes. C'était des grosses machines sur lesquelles les utilisateurs, les entreprises louaient des capacités, louaient des puissances de calcul. L'apparition des micro-ordinateurs modernes vers 90, donc vers les années 90, a provoqué une décentralisation de ces systèmes centraux. Maintenant, à l'explosion de la bulle Internet en 2000 et le développement des réseaux haut débit, l'évolution technologique favorise la recentralisation, c'est-à-dire que en 2000 il y a eu ce qu'on appelait l'explosion de la bulle Internet, qui je le rappelle, la bulle Internet c'était entre 95 et début 2000, plus exactement vers le mois de mars 2000 je crois. Et donc à cette époque il y a eu un engouement réel sur Internet, ce qui a quand même favorisé la recentralisation, c'est-à-dire des serveurs sur lesquels on hébergeait des sites web, d'autres applications, et à partir de chez vous, à partir de votre bureau, vous vous connectez sur ces serveurs pour consommer un peu les ressources disponibles sur Internet. Maintenant, la genèse du cloud computing qui est la suivante. Trois acteurs, Amazon, Google, Salesforce, ils ont développé ce qu'on appelle un nuage informatique de grande envergure pour faire tourner leurs applications. Et leur constat a été le même. Leur data center dispose de ressources inutilisées. Dès lors, ces acteurs, c'est-à-dire Amazon, Google et Salesforce, proposent la location de ces ressources non utilisées à des entreprises. Donc, depuis 2000-2002, des entreprises comme Amazon ont commencé à commercialiser des services de cloud computing. Mais c'est en 2007 que le terme cloud computing fit son apparition. Et en 2010, il se généralise. C'est-à-dire aujourd'hui, des millions de clients utilisent le cloud computing dans le cadre de leurs activités. Pour donner une définition rapide et compréhensible du cloud computing, je dirais que c'est l'externalisation du service informatique vers Internet. Le cloud computing permet d'utiliser des ressources matérielles distantes pour créer des services accessibles en ligne. C'est-à-dire que ces services sont caractérisés par des environnements informatiques redondants et une allocation dynamique des ressources. Ils permettent également aux clients d'accéder virtuellement à leurs données à tout moment et n'importe où à partir de périphériques Internet. D'accord, c'est ça la définition du cloud computing. Mais on est en droit de se poser la question de savoir quel est l'intérêt du cloud computing. Je donne un exemple. En tant que particulier, nous utilisons déjà tous les jours des services de cloud computing sans le savoir. En tout cas, vous qui me suivez sur ce screencast de décryptage, je suis sûr et certain que vous avez au moins un compte de messagerie, soit sur Yahoo, sur Hotmail, sur Gmail ou bien chez un autre prestataire. Par exemple, nous avons une bibliothèque de photos en ligne. Nous utilisons les réseaux sociaux. Nous hébergeons déjà de nombreuses données sur Internet. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces services tournent en fait sur le cloud. Maintenant, qu'en est-il du monde professionnel? Aujourd'hui, quand une entreprise veut s'équiper d'une nouvelle application, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Elle doit investir dans des serveurs, acheter cette application, c'est-à-dire payer la licence, faire des développements, se doter également de terminaux adaptés. Ce sont là des chantiers qui sont parfois longs, coûteux et mobilisateurs d'énergie. Les entreprises n'ont alors plus besoin de monter elles-mêmes leurs infrastructures réseau et serveurs, ce qui demande d'ailleurs un savoir-faire en maintenance et en sécurité et des finances qu'elles n'ont pas forcément. Maintenant, avec le cloud computing,
les entreprises s'offrent des services online à partir de ressources centralisées sur de puissants data centers. Elles peuvent laisser des fournisseurs de services leur proposer des capacités clés en main. Passons maintenant aux usages du cloud computing. Les premières applications Web 2.0 que l'on trouve sur le cloud ou bien les nuages si vous voulez sont bien sûr la messagerie, les outils collaboratifs, la bureautique, les environnements de développement et de tests. Je reviendrai bien sûr sur tout ça, donc avec des exemples précis et des acteurs qui offrent ce service. Il y a également le CRM et la business intelligence, etc. Bien sûr que la liste n'est pas exhaustive parce que tous les jours, des nouveaux services sont offerts sur le cloud computing. Mais ce qu'il faut savoir, les éléments qui permettent de fournir de vrais services de cloud computing sont d'abord l'accès au réseau. Donc, dès lors que les ressources sont sur le réseau, on peut y accéder depuis n'importe quel type de terminal, que ce soit un laptop, un PC, un smartphone, une tablette. Et aussi, il faut que quand même l'application soit accessible avec un navigateur. Je donne l'exemple de quelques navigateurs comme Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera et Safari. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que le réseau fonctionne pour vraiment parler de cloud computing. L'autre aspect, c'est la capacité à mesurer la consommation des services. Donc les systèmes cloud contrôlent et optimisent l'utilisation des ressources via un compteur adapté au type de service. Deuxième aspect. Troisième aspect, les ressources font l'objet d'un monitoring, d'un contrôle et de statistiques d'utilisation qui offrent de la transparence à l'utilisateur et aux fournisseurs de services de cloud computing. Voilà trois éléments qui permettent de fournir de vrais services de cloud computing. Maintenant, parlons un peu des acteurs du cloud computing. Il y en a plusieurs, mais je vais en citer quelques. Amazon, Cisco, Google, HP, IBM, Salesforce, bien sûr que je les ai cités par ordre alphabétique. Et là, vous constatez que ce sont des géants du web et de l'informatique qui sont aussi sur le cloud. Pour dire que le cloud, c'est une affaire de géants. Maintenant, les modèles de cloud computing. Quels sont les 3 ou 4 modèles de cloud? Le cloud public ou public cloud, c'est l'hébergement d'applications qui sont accessibles via Internet, le plus souvent exécutables dans un navigateur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'accès au réseau. Donc le cloud public est externe à l'organisation. Il est géré bien sûr par un fournisseur spécialisé, propriétaire des infrastructures avec des ressources partagées entre plusieurs sociétés. Ensuite, le cloud privé ou private cloud. Là, il s'agit de l'hébergement des ressources informatiques en interne, dans une entreprise par exemple. Avec le cloud public, on peut automatiser la livraison des ressources selon le besoin du personnel, toujours en interne. Ou bien, ces ressources peuvent être externalisées du côté de l'hébergeur. Dans ce cas, il sera plutôt question de dédier une infrastructure privée, c'est-à-dire un ensemble de ressources à un seul client. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le cloud communautaire ou community cloud. Cette troisième famille de cloud est la plus récente. Le cloud communautaire est utilisé par plusieurs organisations qui ont des besoins communs. Le cloud communautaire peut par exemple héberger une application, un métier spécialisé mais commune à ces entreprises. Donc dans ce cas, ce sont des entreprises qui décident de fédérer leurs efforts en construisant ensemble un cloud pour héberger et gérer leur application métier. Et pour terminer, le cloud hybride. Le cloud hybride signifie la conjonction de deux ou plusieurs clouds, par exemple un mélange de cloud privé et de cloud public. C'est-à-dire que dans une entreprise, on peut choisir pour certaines applications de les mettre sur le cloud public et pour d'autres applications de prendre du cloud privé. Là, dans ce cas, on parle de cloud hybride. Passons maintenant au type de cloud. J'ai parlé des modèles de cloud computing, mais dans chaque modèle de cloud, on peut retrouver des types de cloud computing. Donc le cloud computing peut être représenté en 3 composantes principales. D'abord, la première composante, c'est IaaS, Infrastructure as a Service. Ce qu'il faut retenir sur le modèle IaaS, c'est que ça consiste à pouvoir disposer d'une infrastructure informatique disponible via un modèle de déploiement cloud computing. L'accès au réseau est complet et sans restriction, équivalent de fait à la mise à disposition d'une infrastructure physique réelle.
Donc, dans ce cas, une entreprise pourra, par exemple, louer un serveur Linux, Windows ou bien sur un autre système qui tourne dans une machine virtuelle chez le fournisseur de l'IAS. C'est-à-dire que le fournisseur de l'IAS met à la disposition d'une entreprise un serveur ou bien une ressource virtualisée. Et d'ailleurs, l'un des grands acteurs de l'IAS, c'est Amazon, avec AWS, Amazon Web Services. Ensuite, il y a le PaaS, Platform as a Service, qui concerne les environnements de développement et de test. Le PaaS, comme je l'ai dit, c'est un environnement d'exécution en ligne, conçu pour que les entreprises ou les développeurs déploient leurs propres applications en ligne. Les trois offres les plus importantes sont Force.com de Salesforce, App Engine de Google, Windows Azure de Microsoft. Par exemple, sur App Engine, Google met à votre disposition un environnement de développement. Si vous développez sur Java, par exemple, vous pouvez aller sur Internet, vous abonner sur App Engine, et là, vous développez sur Java ou bien sur Python directement sur la plateforme de Google. Et là, vous faites tourner votre application en ligne que vous pouvez partager avec une forte communauté. C'est intéressant pour les développeurs, soit indépendants ou bien en entreprise. Enfin, le troisième, pour terminer avec les modèles de cloud, c'est le SaaS, Software as a Service, qui concerne les applications en ligne de type CRM, outils collaboratifs, messagerie, business intelligence, ERP, etc. Alors, le modèle SaaS permet de déporter une application chez un tiers. Ce modèle convient à certaines catégories d'applications qui se doivent d'être globalement identiques pour tout le monde. C'est le domaine le plus utilisé du cloud computing. Par exemple, la messagerie, qui est un modèle identique pour tout le monde. On utilise tous de la même façon la messagerie. Donc, avec le SaaS, il est possible, au lieu d'héberger dans son entreprise, de mettre en place un serveur de messagerie, on peut utiliser la messagerie sur le SaaS qui est offerte par les entreprises. D'ailleurs, même les grands leaders du SaaS sont Google Apps pour la messagerie et le collaboratif, Salesforce.com pour la gestion commerciale de type CRM, SuccessFactors pour le pilotage des ressources humaines. Maintenant, les bénéfices et les enjeux du cloud computing. Voici quelques bénéfices déclinés par population concernée. D'abord pour les DSI, les directions des systèmes d'information. Les atouts du cloud computing sont nombreux pour la DSI. Pas de serveur ni de logiciel à installer. On constate une réduction des délais de déploiement, c'est-à-dire une économie de temps dans les phases de paramétrage, parce que tout est pré-packagé. Donc, il y a un pré-packaging des applications que l'on utilise donc pour les DSI. Il y a intégration technique facilitée par la mise à disposition des ressources matérielles humaines. Donc là, une mise en place progressive par module fonctionnel est facilitée par le modèle SaaS. Ensuite, il y a l'implication plus forte et permanente de l'éditeur ou du prestataire. Ils sont tenus par des engagements de qualité, de disponibilité, de sécurité, d'évolutivité du produit dans le temps. Donc là, dans ce cas, il devient plus aisé pour la DSI de proposer à son tour à ses clients externes un modèle de service avec des contrats de niveau de service, c'est ce qu'on appelle le SLA, Service Level Agreement, qui est un contrat de niveau de service entre un prestataire et un client. Généralement, dans le cloud computing, le SLA va jusqu'à 99,9%. Donc, l'engagement sur la disponibilité du service est de 99,9%, ce qui est très intéressant pour les DSI qui vont dormir tranquille. Il y a pour terminer l'allocation dynamique de capacité permettant en particulier de s'adapter au pic de charge. Je l'ai dit tout à l'heure, une des fonctions principales du cloud computing, c'est l'allocation dynamique de capacité, donc ce qui peut inciter les DSI à améliorer leur planification. Maintenant, les bénéfices pour les entreprises clientes. Les bénéfices du cloud computing pour l'entreprise sont proches de ceux de l'infogérance. Il s'agit pour elle de rester concentrée sur son métier, de bénéficier de ce qu'on appelle les effets de volume, c'est-à-dire l'industrialisation et la mutualisation. Ça permet aussi pour l'entreprise d'avoir à sa disposition l'expertise et la qualité de service des spécialistes. Donc, je me concentre sur mon métier, en même temps, je bénéficie de l'expertise d'un spécialiste. Donc, à cela, l'entreprise demandera des engagements sur la base d'indicateurs de services cohérents avec des besoins métiers. Le fournisseur aussi est engagé et tenu de fournir le service avec un SLA de 99,9% par exemple. Ça, c'est intéressant pour les entreprises clientes. Maintenant, pour les utilisateurs finaux, donc les particuliers ou bien les utilisateurs en entreprise. Donc, le cloud computing offre la possibilité de s'adapter, voire de personnaliser les services à chaque profil d'utilisateur de façon plus aisée
est moins coûteuse que traditionnellement. Et là aussi, l'environnement de travail des utilisateurs pourra évoluer très rapidement en fonction des fluctuations et des besoins de ceux-ci. Maintenant, pour terminer sur les bénéfices du cloud computing, voyons un peu ce que ça rapporte pour le développement durable. Je dirais simplement que le cloud computing, c'est l'allié du développement durable pour différentes raisons. Le cloud computing aide à réduire la sous-utilisation des ressources informatiques. En effet, d'après plusieurs études concordantes, un serveur d'entreprise en mode classique est utilisé en moyenne 10% du temps, mais reste branché en permanence, consommant donc une grande quantité d'électricité inutile et occupant de l'espace. Ce sont quand même des études qui sont publiées depuis très longtemps. La plupart des serveurs qui sont en entreprise sont sous-utilisés. En mode cloud, le même service applicatif est rendu sur des ressources partagées et les temps de sommeil, c'est-à-dire les temps où on n'utilise pas, donc les temps de sommeil de l'application permettent l'utilisation de ces ressources par d'autres applications. Donc c'est plus intéressant quand on est sur le cloud, donc pour la consommation énergétique. Le dimensionnement d'une infrastructure informatique est logiquement calé sur ces pics de charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple d'Amazon, donc en mode cloud, on raisonne sur le lissage entre plusieurs utilisateurs, ce qui permet toujours un gain intéressant. Aussi, le dernier point, c'est que les infrastructures cloud sont de basse consommation et standardisées, ce qui permet d'optimiser leur disposition et leur refroidissement. Je donne l'exemple de Google qui produit sa propre énergie pour l'alimentation de ses réseaux synthèses, ce qui est quand même intéressant pour donc une consommation standardisée et très basse. Et donc tous ces facteurs permettront des économies de consommation électrique jusqu'à 50%. Ce qui veut dire que le cloud computing, c'est vraiment un allié considérable pour le développement durable. Maintenant, le dernier point, c'est-à-dire les plus du cloud computing. Le cloud computing, c'est la flexibilité. Donc, vous ne payez que ce que vous consommez. C'est ce qu'on appelle en anglais le pay as you go. Le cloud aussi permet de faire face à l'explosion des volumes de données. Un autre plus sur le cloud, c'est la réduction des dépenses informatiques. Ça permet aussi le développement de l'offshoring. Ça permet également de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une entreprise, vous n'avez plus maintenant à vous soucier du serveur de messagerie qui tourne une fois sur deux ou bien d'un logiciel qui doit être renouvelé, qui doit être mis à jour. Donc, je l'ai dit, le changement de version fournisseur qui est immédiat pour tous les utilisateurs. Avec le cloud, vous n'avez plus besoin d'acheter une nouvelle licence parce qu'il y a une nouvelle version sur le logiciel. C'est immédiat pour tous les utilisateurs. La fiabilité et la sécurité sont des options en natif. Donc, ça vient directement avec les services offerts sur le cloud computing. Les délais de mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, dès demain, par exemple, vous pouvez décider de migrer toute votre messagerie sur le cloud en fonction de la taille, bien sûr, de l'entreprise. En tout cas, le temps de mise en œuvre est plus court que traditionnellement. Et aussi, le cloud, ce sont des solutions industrielles. Comme je l'ai dit, ce sont des géants qui offrent des services de cloud. Donc, c'est l'industrialisation même de l'informatique dont on parle ici. Et aussi, pour terminer, il y a un très haut niveau de sécurité. Il y a d'ailleurs une norme qu'on appelle SAS 70 type 2 qui est quand même la norme la plus exigeante dans ce domaine. Donc, le premier avantage, c'est d'accéder à l'information de n'importe où avec un portable, un smartphone, un PC, une tablette, peu importe. C'est la fameuse appellation Anywhere, Any Device, Anytime. Et pour conclure, sachez que 2010-2020 est annoncé comme la décennie du cloud. Les principaux acteurs de l'informatique d'aujourd'hui développent des solutions destinées aux entreprises et hébergées sur Internet. Ces solutions sont reconnues comme plus agiles et moins chères que les solutions traditionnelles. Le cloud computing va bien sûr modifier durablement la manière dont les organisations vont intégrer et consommer l'informatique. Les entreprises de petite et moyenne taille feront de plus en plus appel à des solutions dans les nuages pour stocker leurs données et pour travailler de manière collaborative. Donc, je vous invite à passer au cloud computing pour gagner en compétitivité. Voilà donc, c'est la fin de ce premier numéro du screencast et décryptage que j'avais consacré au cloud computing. Si le sujet vous intéresse, bien entendu, on peut en discuter plus amplement. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à bien sûr me les faire parvenir sur les commentaires ou bien par mail. En tout cas, tous les canaux de distribution sont disponibles pour en parler. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre sujet de décryptage sur le blog muntaka.com.